« 1945. À la fin de la guerre, l'agriculture est désorganisée. Pour nourrir les populations, démarre une course au rendement à coups d'engrais et de pesticides. On calibre, on robotise, en un mot, on industrialise. De la maison à la cantine, de la cafette au restaurant, les produits transformés ont progressivement envahi nos assiettes. Aujourd'hui, 8 aliments sur 10 sortent tout droit d'une chaîne de fabrication. Au placard, les bonnes vieilles recettes qui ont fait la gastronomie made in France. Dorénavant, l'industrie agroalimentaire fait sa petite cuisine dans son coin. Reste à savoir si le menu qu'elle nous concocte est bon pour la santé. Le fait qu'on mette l'alimentation en tête de l'intitulé du ministère, c'est pas un gadget, c'est un vrai changement politique majeur à mes yeux. Ça veut dire que la première responsabilité de ce ministère, c'est de garantir à tous les Français une alimentation de qualité, avec des produits sains. L'offre alimentaire actuellement qui est proposée aux Français, mais de manière générale dans tous les pays occidentaux, c'est une alimentation qui est extrêmement transformée par rapport aux aliments de base. Avec perte de minéraux, perte de vitamines, perte de tout un tas de nutriments nécessaires pour la bonne santé de l'organisme. La seconde conséquence, c'est l'ajout massif de produits qui y sont ou n'y sont pas au départ, en quantité plus ou moins importante, mais en général considérable là aussi. Donc des sucres, du sel, des graisses, des colorants, des conservateurs, tout ce que vous voulez. « 500 000 à 600 000 produits alimentaires proposés à la vente actuellement en France. Ce qui est une pléthore absolument considérable d'aliments, la plupart totalement inutiles pour se nourrir correctement, certains nocifs. Les traitements industriels des aliments, certains, mais en particulier les traitements thermiques, peuvent conduire, en fonction de la température, mais si la température est trop élevée, à des dégradations de certains constituants. Il y a des solutions technologiques pour absorber ces substances qui ont un mauvais goût ou une mauvaise odeur par des additifs qui sont des bêta-cyclodextrines. Alors c'est en particulier vrai pour les aliments pour bébés. Aucun industriel n'ayant accepté de nous laisser filmer dans ses usines, nous ne savons pas si la réalité dépasse la fiction, voire la science-fiction. Car la bouffe industrielle, ce n'est pas que le fast-food ou la malbouffe. Beurre, yaourt et notre pain quotidien sont aussi des aliments transformés. Il y a eu des modifications très importantes des comportements alimentaires depuis les années 60, avec malheureusement des comportements qui ne vont pas dans le meilleur sens, puisqu'il y a une consommation qui a augmenté de façon considérable dans la consommation de sucre, de produits sucrés, de produits gras, de produits salés, et qu'on a réduit pendant plusieurs décennies la consommation des fruits et légumes, des produits céréaliers complets, donc des aliments qui étaient les plus favorables. Allez les fruits et légumes, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Une
caractéristique de l'alimentation de l'espèce humaine actuellement, c'est que c'est la seule espèce quasiment. Alors non, pas la seule, parce que justement, elle en fait profiter quelques autres espèces, en l'occurrence les espèces domestiquées, qui se nourrissent de ta manière totalement anormale. Sous prétexte de nourrir à pas cher, hamburgers et nuggets industriels sont de tous les repas, y compris et surtout ceux des enfants. Alors en 2001, une circulaire pleine d'audace suggère de revenir aux bonnes choses dans les cantines scolaires. Et puis pas grand-chose, parce qu'en fait, cette circulaire n'était pas obligatoire. Et vous savez en France comment ça marche, quand c'est pas obligatoire, Quand on a récupéré les cantines scolaires en 2009, on a d'abord constaté qu'on avait un personnel démotivé qui passait son temps à ouvrir des sacs de surgelés ou des boîtes et à les réchauffer. Et on avait surtout une consommation qui était basée pour l'essentiel avec des produits venant de l'extérieur, non seulement du Gers et même de Midi-Pyrénées, mais de l'extérieur de la France. Un bœuf élevé en Allemagne, tué en Écosse, transformé aux Pays-Bas et qui finissait dans l'assiette d'un collégien à Casaubon dans le Gers. Le Conseil général a privilégié les circuits courts et constaté que la vache apâtride et la bouffe sous vide ne coûtent pas forcément moins cher. De la viande standard de bœuf nous coûtait 5,50 € le kilo. Aujourd'hui, de la race à viande, de la blonde d'Aquitaine, qui est la race du Grand Sud-Ouest, eh bien, ça nous coûte 4,50 € le kilo. Quand, par exemple, je modifie ce qui m'a pris 1 an, le décret sur l'appel d'offres dans la restauration scolaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'autorise les restaurants scolaires en France à choisir dans leur approvisionnement des produits qui sont peut-être un peu plus chers, mais qui sont produits à proximité du lieu où se trouve l'école ou le collège. Dans la réalité, l'aspect de proximité, l'aspect de qualité ne compte encore aujourd'hui que pour 10% dans les marchés publics. Je vous le redirai 10 fois, 20 fois s'il le faut, je me battrai pour que les Français aient la meilleure alimentation possible. Avant de vendre ses produits, l'industrie agroalimentaire n'a qu'une obligation, dite générale de sécurité. Mais obésité, hypertension ou diabète n'entrent pas dans les critères de cette espèce de brevet qualité qu'elle se délivre à elle-même. La quasi-totalité des maladies chroniques qui affectent les populations occidentales en particulier, et de plus en plus les populations pauvres à travers le monde, à savoir les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes de déminéralisation osseuse, pour l'essentiel, sont des pathologies qui sont liées exclusivement au mode de vie. Certitude. L'alimentation fait partie d'un des facteurs absolument certains qui interviennent dans le développement de ces pathologies chroniques. Et c'est probablement d'ailleurs un facteur particulièrement important, dans la mesure où, évidemment, on se nourrit tous les jours, toute la vie, même 2-3 fois par jour. Est-ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, une autorisation de mise sur le marché pour les aliments, tels qu'ils sont proposés actuellement à la vente libre, à la population française, étant donné quand même les conséquences sur la santé qu'ils peuvent occasionner, sur le long terme? D'aller vers une autorisation de mise sur le marché pour répondre à quel principe? Un principe de précaution? Ou à des précautions par principe? C'est ça, je joue pas sur les mots. Mais c'est une question que je me suis déjà posée, peut-être parce que je suis ministre de la Santé et pas depuis 11 mois, je l'ai déjà été au préalable. Mais pour moi, un aliment, c'est pas un médicament quand même. On a vécu dans les années 80 à 2000, ce que tous les pays occidentaux ont vécu, une augmentation très importante du surpoids et de l'obésité chez l'enfant et chez l'adulte, avec des chiffres extrêmement impressionnants. Nous sommes aux environs de 18% d'adultes obèses en France aujourd'hui, ce qui est un chiffre bien sûr extrêmement élevé et qui ne montre pas de réduction depuis quelques années. Par contre, chez l'enfant, on a des chiffres à peu près de 17%, là on parle de l'obésité et du surpoids. L'obésité ne représente que 3,5%, ce qui est déjà beaucoup. Même si on commence à voir évoluer favorablement les chiffres, il existe encore des disparités sociales extrêmement importantes qui montrent que l'efficacité de nos actions était moins bonne pour les populations les plus défavorisées, où là, il y a vraiment encore un problème majeur. C'est une droite qui monte, très clairement, et qui ressemble beaucoup, qui a le même aspect que les courbes d'évolution de l'obésité des adultes que les États-Unis connaissaient dans les années 70. Donc vous voyez ce que je veux dire? L'obésité, c'est une maladie en tant que telle, avec des conséquences importantes sur la vie des personnes qui en sont atteintes, avec des coûts humains, sociaux et économiques importants.
Le risque qu'il y a, c'est qu'en effet, on voit s'inverser la tendance de l'augmentation de l'espérance de vie. Le consommateur est dépossédé de toute connaissance, de tout contrôle sur l'environnement qui est le sien. Donc on lui met dans l'assiette un certain nombre de choses, il ne sait pas comment c'est fabriqué, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, il ne sait pas éventuellement les conséquences que ça peut avoir sur sa santé, et puis voilà, il mange. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de donner des conseils de bon sens, non pas trop sur des nutriments spécifiques, mais sur des aliments, parce que même là, le consommateur est perdu. Malbouffe, lutte contre l'obésité, ce sont aussi des sujets qui me parlent en tant que ministre, et qui me parlent aussi un peu à titre personnel. Parce que quand depuis des années vous battez contre la surcharge pondérale, comme on dit pudiquement... On ne devrait pas avoir besoin de professionnels pour aider à se nourrir. Mais c'est qu'il y a tellement de bruit ambiant autour de la nutrition, entre les gourous, entre la publicité, entre les différents émetteurs qui se positionnent sur la champ de la nutrition, que le consommateur s'est perdu. Incapable de déchiffrer la liste des ingrédients qu'il avale, et c'est fait pour, le consommateur omnivore a confié son pauvre estomac à une industrie qui fait son beurre en toute liberté. Jusqu'aux années 2000 d'ailleurs, la bouffe n'était pas un sujet de santé publique. Avant 2000, il n'y avait rien en France. Il n'y avait rien. Au ministère de la Santé, il y avait peut-être une personne et demie qui s'occupait de l'alimentation, alors qu'à peu près tous les Français mangent quelque chose. Strictement rien, à part le lobbying du secteur agroalimentaire. Il fallait bien se reposer sur des avis. Et donc, les travaux qui faisaient foi étaient des travaux en fait hybrides, des travaux faits par des structures comme l'Institut français de la nutrition, dans lesquels il y avait des experts publics, l'industrie, des experts publics payés par l'industrie, etc. Donc, ils faisaient déjà leur petite cuisine entre eux et livraient les résultats de cette cuisine. Contrairement à ce que son nom indique, l'IFN n'est pas un organisme public, mais une émanation de l'Association nationale des industries agroalimentaires, l'ANIA, qui n'a jamais voulu répondre à nos questions. Nous nous efforçons de rallonger agréablement votre attente. Au lieu de payer les experts, ils avaient trouvé vraiment une astuce, félicitations, consistant chaque année à décerner un prix qui devait être doté de 10 000 € à l'un des experts pour ses travaux remarquables. Alors, quand on regardait la liste des nominés, c'était des gens qui avaient tous des positions clés dans les instances d'expertise publiques. Et l'IFN n'est pas le seul à distribuer prix et récompenses aux scientifiques. Le montant du prix de l'Institut Benjamin Delessert, Le pseudo-institut du lobby du sucre, 10 000 francs. Le prix de l'Institut Ajinomoto, le roi des additifs alimentaires, 6 000 €. J'ai reçu un prix de l'Académie des sciences dont le montant était supérieur. Il était de 10 000 €. Et c'est quel prix ? Donc, c'est le grand prix des industries alimentaires. Et qui a créé ce prix? L'ANIA. Soit on est hyper mal élevé et on va contrer les intérêts de ceux qui vous ont donné 10 000 €, soit on a une sorte de reconnaissance du ventre. Vous avez évidemment des gens qui vont défendre purement et simplement l'intérêt de l'industrie qui les paye, mais la plupart du temps, ça va être quelque chose de beaucoup plus insidieux que ça. C'est-à-dire que ça va être en fait des gens qui, à la limite, peuvent être de bonne foi, mais qui vont être plus ou moins inconsciemment, par différents mécanismes d'ailleurs qui sont plus ou moins connus d'ailleurs, influencés sur la façon de mener leurs recherches, la façon de réfléchir, la façon de présenter les résultats. En quête de beaux discours qui la dédouaneraient, l'industrie agroalimentaire chouchoute la communauté scientifique et ses experts. Sa stratégie de lobbying, les récompenser, les payer, financer leurs recherches, organiser congrès et conférences où on lui passe les plats. Dans l'industrie pharmaceutique, ça se passe depuis toujours. Mais dans l'agroalimentaire, ça devient de plus en plus fréquent. Et les industriels de l'agroalimentaire qui veulent aller de plus en plus vers la santé, la nutrition santé, doivent travailler avec ces professionnels de santé pour que leur message puisse être entendu et crédible. 5 octobre 2011, nous sommes invités à une rencontre scientifique, invitation aux rencontres scientifiques. C'est attractif sur le moment, vous dites tiens, je suis pharmacienne, députée, je m'occupe de santé, ça peut être intéressant. Et alors là, vous lisez, invitation aux rencontres scientifiques de Kraft Food
France. Et là, vous dites, curieux, craft food, c'est pas répertorié comme scientifique. Alors après, vous avez la précision du colloque. Prévention du diabète de type 2, place de l'alimentation. Et celui qui accueille, directeur recherche et développement des biscuits dans l'Union européenne. Mais c'est surtout qu'on va trouver des professeurs d'université, donc des PUPH, professeurs d'université et praticiens hospitaliers, qui donnent leur caution à tout ça. Est-ce qu'il y a des dangers à ces réunions qui peuvent être sponsorisées? Je pense qu'il peut y avoir des dangers si le programme scientifique de la réunion n'est pas construit par les scientifiques. Là, oui, il y a un problème. Mais je pense que c'est une bonne chose d'y aller. Parce qu'on confronte les points de vue, on suscite des discussions. Quand on est accueilli dans une ville sympa, dans des conditions très, très conviviales, on a peut-être tendance à aller un petit peu plus dans le sens des gens qui ont organisé la manifestation. Et ça, c'est un travail intéressant. Il y a au moins 15 ans que je m'étais livré à ça, et c'est clair qu'il y avait une petite différence. Le chercheur ne vend pas complètement son âme, mais inconsciemment, il n'écrit pas exactement la même chose. Vous voulez dire c'est du vécu ce que vous nous racontez? Oui. Donc ça influence, c'est clair que ça influence. Présenter à mon avis la communauté scientifique et médicale comme un ramassis de vendus qui cherchent à... Je pense que ça serait pas vrai. Encore une fois, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, beaucoup de gens sont convaincus qu'ils ne peuvent pas être influencés par des pressions extérieures de ce type. Vous pensez réellement que ma recherche puisse être influencée par le financement que je reçois de l'industrie là? Moi, ma démarche rigoureuse, précise, ma démarche scientifique, influencée de cette façon-là, impossible. Moi, j'ai une opinion personnelle sur les problèmes d'obésité et de responsabilité de l'industrie dans ces problèmes. Et donc, moi, je pense que le problème d'obésité, c'est un problème de responsabilité personnelle. Le seul instrument pour gérer ces problèmes de surpoids, c'est une balance. Il suffit de se peser. Sous influence de leurs bienfaiteurs obsédés par les résultats financiers, les experts pourraient en oublier l'intérêt général. Afin d'éviter des situations de conflit d'intérêts, les professionnels de santé ont pour obligation de déclarer publiquement leurs liens éventuels avec l'industrie. C'est la loi. J'ai abandonné, vous pouvez le vérifier, tous les comités scientifiques non académiques. En 2011, Arnaud Battevant déclarait un projet de recherche financé par Danone, une étude sur l'obésité pour le laboratoire Roche, ainsi que des collaborations avec l'Institut français pour la nutrition, l'Institut Benjamin de Lesser et la Fondation Nestlé, tous déphonés de l'industrie. Je n'ai pas de conflit d'intérêts actuel patent. J'ai été invité au mois d'octobre à participer à un symposium international dans le centre de recherche de Nestlé à côté de Lausanne. Ça, c'est un intérêt aussi, puisque j'ai été invité. Donc, Nestlé m'a payé l'hôtel, Nestlé m'a payé la restauration. Pas mon voyage, parce que j'ai pris mon voyage à mes frais, mais bon, pour qui j'ai travaillé. Membre de l'Institut français pour la nutrition, relooké en Fonds français pour l'alimentation et la santé, mais toujours financé par l'ANIA, Gérard Pascal déclare conseiller plusieurs firmes et structures privées. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer, donc je suis payé comme chercheur à l'INSERM, par le contribuable donc, et je me contente de ce maigre salaire pour survivre. Les ordres de grandeur des rémunérations que peuvent avoir les experts sont au moins comparables à leur traitement principal, ce pourquoi ils sont payés par le public. Et c'est là où ça devient, j'allais dire, encore plus problématique. Quand j'étais membre de l'Institut Danone, oui, on avait un jeton de présence. De combien? Une expertise pour la constitution d'un dossier scientifique, je travaille en gros, c'est un peu modulable selon le partenaire, entre 1500 et 2000 euros de la journée. C'est un climat de suspicion général. Et donc on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. Je trouve que là, c'est de l'inquisition.
Ça me dérange pas du tout d'ailleurs de faire la photocopie de mes comptes bancaires et de les mettre sur la place publique. L'ère du soupçon, elle est nourrie par l'opacité, elle n'est pas nourrie par la transparence. L'ère du soupçon, elle est nourrie par le fait qu'on n'ait pas la source de revenus, que ce soit d'experts ou de responsables publics. L'ère du soupçon, elle est nourrie quand ils ne déclarent pas leurs éventuels intérêts. L'ère du soupçon, elle est nourrie par cela. Donc moi, je m'insurge en faux contre tous ceux qui peuvent prétendre, et ils sont nombreux, que c'est la déontologie qui alimenterait le soupçon. C'est exactement l'inverse. Après plusieurs décennies d'indifférence polie, les pouvoirs publics se décident enfin à agir. Il faut enrayer la machine à fabriquer obèses et malades en guidant le consommateur dans ses choix. En 2001, le gouvernement Jospin amorce une politique de santé publique sur l'alimentation. C'est le Programme national nutrition santé, le PNNS, que la droite reprend à son compte dès 2002. L'intérêt du PNNS, c'est d'avoir donné un cadre de référence dans la cacophonie nutritionnelle, c'est d'avoir dit, voilà les repères de consommation, reposant sur des bases scientifiques et qui permettent aux consommateurs de savoir qu'est-ce qui est le plus favorable à sa santé. Vous avez une action qui va permettre au pouvoir public de dire qu'elle fait une action, hein, n'est-ce pas? Ah oui, il y a un programme national nutrition santé en France. Mais à quoi sert-il? Est-ce qu'il a une chance de modifier en quoi que ce soit? C'est mieux d'avoir un PNNS que de ne pas en avoir. C'est déjà la première des choses. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer à amplifier les PNNS et du moins les résultats? Oui, clairement. Il y a une question de moyens, il y a une question d'ambition. La dimension de ces initiatives publiques est telle, 50 millions d'euros en France par an, tout compris. Vous mettez ça en relief avec les 2 milliards dépensés en termes de publicité alimentaire et vous voyez à quoi ça correspond. On a maintenant des faits scientifiques avérés sur le rôle de la publicité dans les comportements alimentaires des individus. D'ailleurs, si ça ne modifiait pas les comportements alimentaires, les industriels ne feraient pas de publicité. Et que ces modifications de comportements alimentaires peuvent avoir un lien direct avec le risque de surpoids et d'obésité. L'ensemble des scientifiques, l'ensemble des responsables de santé publique, au niveau national en France, mais au niveau international, recommandent une régulation importante de la publicité. Et surtout pour les enfants, leur cœur de marché. C'est alors que commence la grande bataille de la publicité alimentaire. Sous l'impulsion du PNNS, le gouvernement propose une loi qui impose des bandeaux sanitaires illisibles dans les spots. Voté en 2004, le texte n'est appliqué que 3 ans plus tard. Il y a celui manger, bouger, etc. Il y a celui des fruits et légumes. Et puis le 3e, aidez-moi. De mémoire. En tout petit. Ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Manger moins, bouger plus, peut-être. Manger, bouger. Manger, bouger. 5 légumes, fruits, hein, voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger, bouger. Mangerbouger.fr, c'est ça? Bouger plus, peut-être. Je regarde pas beaucoup la télévision. Ne grignote pas entre les repas. Mange 5 fruits et légumes par jour. Voilà, quoi. 2, c'est bien, non? Manger, bouger. Alors, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, évitez de grignoter entre les repas, mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, et au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Le PNNS, je vais vous dire une chose, il a résisté au lobby, c'est l'exemple de la pub avec les bandeaux. Personne n'en voulait. Mais je sais, au tout départ, publicitaires, diffuseurs, vous allez tout tuer, ne les appliquez pas. Je n'ai pas en tête exactement le libellé, donc j'imagine qu'un enfant de moins de 6 ans qui sait pas lire, là encore moins que moi, qui quand même sait lire depuis quelques dizaines d'années, sans vouloir me faire du mal. L'info tue l'info quand elle est écrite en tout petit et que Kinder ou autre est écrit en très gros. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Que le peu qu'il fait ennuie déjà beaucoup le secteur agroalimentaire. Donc d'où des tentatives répétées de déstabilisation du peu que le PNNS peut faire. Écoutez, moi les lobbies, ça fait des années que j'en entends parler, les lobbies qui nous empêcheraient de faire, qui nous empêcheraient d'agir. Faut me donner un exemple, il faut me donner un exemple.
Il est certain que dans les lobbies extrêmement puissants, j'ai rencontré la puissante industrie agroalimentaire qui représente 134 milliards d'euros. C'est donc un véritable État dans l'État. Cet État dans l'État représente 10 000 entreprises et 400 000 salariés. Largement de quoi peser dans les décisions gouvernementales. Avec ses 200 rendez-vous par an auprès des pouvoirs publics et des élus, c'est l'ANIA qui assure le lobbying de tout le secteur. Et sur le front de la publicité, les grandes manœuvres sont dirigées par son président et chef de guerre, l'incontournable Jean-René Buisson, qui a refusé de se mettre à table malgré nos invitations répétées. Je sais que ça vous titille le problème de la publicité enfant. Attendez, c'est toujours difficile de convaincre les entreprises qu'on va financer des campagnes avec leurs impôts qui vont en quelque sorte dénigrer leurs produits, parce que c'est quand même ça. Laissez-nous en paix. Si on n'a plus la publicité, d'abord, vous aurez des difficultés avec vos chaînes préférées de télévision, mais ça vous posera d'autres problèmes. Et ensuite, nous, on aura aussi des difficultés pour vendre nos produits. Donc laissez-nous vivre quoi, un tout petit peu, et en contrepartie, on vous renverra la balle, je vous l'assure. Voilà. Est-ce que la balle, c'était sous forme d'emploi? J'en sais rien. Mais toujours est-il que je crois que je les ai imposées, ces nouvelles normes avec les bandeaux. Donc voilà, non, mais je suis pas, moi, je joue pas à la balle, je joue pas à la baballe. Si c'est la question du chantage à l'emploi, je peux vous dire une chose. Moi, je suis ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Et sur toutes ces questions de l'emploi, c'est très important, ça se situe à ce niveau-là. La santé, c'est au-dessus. Nous avons décidé en 2006 de faire une étude pour connaître précisément le type de produits alimentaires promus dans les programmes télévisés destinés aux enfants. Il y avait 89% de spots publicitaires qui portaient sur des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. À l'époque, l'Union des annonceurs nous donnait le discours suivant, tenez-vous bien, la publicité n'a pas pour objet de faire vendre, pas du tout. La publicité a juste pour objet de porter à la connaissance du public l'existence du produit. En 2008, sous la pression des scientifiques et des associations, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, ouvre des pourparlers avec l'industrie et l'incite à présenter des mesures volontaires pour encadrer la publicité dans les programmes enfants. Mais l'ANIA boycotte les réunions et bloque le processus. Deuxième coup de tonnerre, on apprend que le ministère de la Santé est dessaisi de ce sujet, donc un sujet de santé publique quand même, il faut le rappeler, et qui est confié à qui? Eh bien au ministère de la Culture. Aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que effectivement le ministère de la Culture est également en charge du développement et du financement des médias. Les acteurs de la culture et de la communication étaient des acteurs bienveillants à mon égard. Je voudrais en particulier remercier le CSA, qui vraiment a été à mes côtés d'une façon exemplaire, aussi bien Michel Boyon que Christine Kelly, désignée pour être mon interlocutrice sur ce sujet. D'un côté, on a le gouvernement écartelé entre l'audiovisuel et les associations qui dit « moi je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi, si la publicité fait grossir, il faut la supprimer ». Et de l'autre côté, on a l'audiovisuel qui dit « moi j'ai de la publicité, je ne vis que de la publicité, à part France Télévisions, donc si vous m'enlevez la publicité, ça va être compliqué. Parce que cette publicité des produits trop gras, trop sucrés, trop salés représente 23% en général du budget de la chaîne. 23%, c'est énorme. Mais il faut faire vite. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale doit examiner un amendement qui vise carrément à supprimer la pub des programmes enfants. Amendement défendu par la députée UMP Valérie Boyer, auteure d'un rapport sur la prévention de l'obésité. Le sujet, c'est qu'on n'a pas à proposer à des enfants des aliments qu'il faut consommer avec modération, parce qu'on sait parfaitement que les enfants sont prescripteurs des achats pour les parents et qu'il faut être mesuré dans les messages qui sont diffusés, de la même façon qu'on les éloigne des images violentes, de la pornographie, de certains comportements. Eh bien, il faut les éloigner des aliments qui ne sont pas nécessaires à un bon équilibre nutritionnel, surtout à l'âge où ils sont le plus vulnérables. Le 18 février 2009, industriels, chaînes et publicitaires coupent l'herbe sous les pieds des parlementaires. Ils signent, sous le patronage du CSA,
une charte où il jure, croix de bois, croix de fer, de moraliser la pub. Il y a eu une certaine crainte que ces amendements soient votés. C'était probablement un moyen de dire aux parlementaires, regardez, il y a cette magnifique charte d'engagement, ce n'est pas la peine de légiférer, on peut en rester à des mesures volontaires. Je mets donc aux voix maintenant cet amendement. On était à deux doigts d'avoir le vote sur la publicité télévisée. 552, qui est pour cet amendement 552. Il y a un certain flou qui règne sur le fait qu'on ait voté deux fois. Il nous a semblé que la première fois, le vote était acquis, alors que la deuxième fois, on a perdu. Je vais donc vous demander, ceux qui sont pour, je vous demande de vous lever. Ce qui est quand même étrange. 2, 3, 4, 5, 6 et... Qui est contre? Qui est contre l'amendement? Qui est contre l'amendement? L'amendement est donc rejeté. Nous arrivons à un amendement 553. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Bapt, vous n'avez pas la parole, seul le rapporteur a la parole. Oui, il y a une confusion, on a voté assis, debout. Oui, ça a été... c'est pas un de mes meilleurs souvenirs de ma vie de parlementaire, hein, clairement. Hein. Pour la réglementation qui est demandée. L'objectif de cette charte d'engagement, c'était quoi? C'était d'éviter absolument qu'il y ait la mise en place d'une loi, d'une réglementation, quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait être que définie, cette loi, cette réglementation, que dans le cadre du ministère de la Santé. C'est-à-dire, en clair, eh bien, il allait y avoir des nutritionnistes, des pédiatres qui allaient mettre leur nez pour définir c'est quoi les taux maximum de sucre, de gras, de sel, c'est quels produits qu'on peut promouvoir et quels autres produits qu'on ne peut pas promouvoir. Et ça, c'était insupportable pour l'industrie agroalimentaire. Quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que c'est que cette charte? C'est vraiment une liste à l'après-vert d'engagements assez divers qui ne vont pas bien loin dans l'ensemble. Les annonceurs ont fait quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu, d'unique au monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont plus responsables qu'on ne le croit. Exemple, depuis plusieurs années, on ne voit plus du tout Coca-Cola, Kinder Bueno dans des écrans pour enfants, des écrans jeunesse. Exemple, depuis l'avènement de la charte, beaucoup d'annonceurs ont quitté les écrans jeunesse. Ces écrans publicitaires se sont reportés ailleurs, c'est-à-dire soit juste avant, soit juste après. Et notamment pendant le prime time, donc là où il y a le plus d'enfants devant les écrans. Pour tout ce qu'ils vont faire avant midi, les enfants ont besoin d'un petit déjeuner équilibré, comme un jus de fruits, un bol de lait et 2 tartines de Nutella. Concrètement, entre 2006 et 2010, les investissements publicitaires à la télévision de l'agroalimentaire ont augmenté de 20%. Donc tout le contraire de ce qu'on était en droit d'attendre. Deux chiffres, Ferrero plus 26%, Coca-Cola plus 27%. C'est le CSA qui est garant de cette charte alimentaire. Donc mon travail, c'est de vérifier à ce que chaque acteur qui a signé cet engagement volontaire puisse respecter à sa façon. Au rayon des promesses tenues de l'industrie, 300 heures de programme court censés promouvoir l'activité physique et les bons comportements alimentaires, comme les clips Trop la pêche réalisés par l'ANIA. En offrant comme modèle des gamins qui pratiquent des sports rigoureusement inaccessibles aux familles modestes, l'ANIA évite soigneusement les sujets qui fâchent, en clair les produits de ses adhérents. Ça serait quand même intéressant qu'on puisse nous dire, eh bien, une barre chocolatée, c'est un produit sucré et gras. Ou encore, des bonbons, ce sont des produits particulièrement sucrés qu'il ne faut pas interdire, mais dont il faut gérer la consommation en petite taille de portion ou une fois de temps en temps. Et ça, Trop la pêche ne le dit pas. Ils sont pas validés par le ministère de la Santé, ils sont faits, et c'est mis explicitement dans cette charte, ils sont faits sous la responsabilité des annonceurs ou de ceux qui les ont développés. Donc, quel crédit peut-on accorder à un programme qui parle de nutrition qui est sponsorisé par l'agroalimentaire ? C'est au ministère de la Santé de diffuser les messages de santé publique, c'est pas la télévision et c'est pas l'industrie agroalimentaire, c'est pas l'industrie automobile, ça a personne d'autre que le ministère de la Santé.
Studies confirm that obese children live shorter lives. Face au fléau de l'obésité, l'État accepte toutes les bonnes volontés. Depuis 2004, il laisse même un programme privé et payant faire de la santé publique à sa place. Plus de 200 villes françaises adhèrent à EPOD, Ensemble Prévenons l'obésité des enfants. EPOD propose des actions locales qui visent à changer le comportement des familles. Ce marketing social coûte aux communes de 3 à 6 000 € par an. To move more, still while smiling. Écoutez, moi la ville dont je suis maire depuis 1 an est adhérente d'EPOD. Ce que je sais, c'est qu'EPOD permet d'avoir une approche au niveau des collectivités pour avoir une action plus fine encore que le PNLS. Parmi les principaux sponsors d'EPOD en France, donc il y a Nestlé, qui est un partenaire historique. Il y a également Orangina, Schweppes et Ferrero, qui sont des grands partenaires, Kellogg's. Je sais que certains disent, ouais, mais il y a l'industrie aussi qui est dans EPOD. Oui, non, mais... Il y a des gens qui imaginent qu'EPOD c'est un faux-nez de l'industrie agroalimentaire. Il y a des gens qui imaginent qu'EPOD c'est un produit commercial qui est vendu pour qu'une agence se fasse de l'argent. Bien vu. EPOD est effectivement géré par une agence de communication, Protéines, dont le bon docteur Boris est l'un des dirigeants. Sa spécialité, contrer des critiques sur la malbouffe pour ses clients McDo, Danone, Ferrero, Kellogg's. Tout ceci explique sans doute pourquoi EPOD prône l'activité physique en évitant les sujets qui fâchent, comme les sodas, céréales et autres sucreries de ses sponsors. Alors, au niveau des pods, on ne parle pratiquement pas d'aliments, c'est-à-dire on est vraiment dans l'exemple. Alors on encourage certes à manger des fruits, mais l'objectif c'est pas 5 fruits et légumes par jour. Oui, enfin en tout cas c'est pas marqué ambassadeur EPOD ici, hein, je dis très franchement. Moi je suis un élu, et je l'assume, et je vous le dis, qui a des programmes EPOD. C'est pas pour autant que les enfants, on va les bourrer de Kellogg's au petit déjeuner ou dans les centres de loisirs municipaux. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de stigmatisation d'alimentaire en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliment qui est franchement mauvais ou franchement bon. En parlant de stigmatisation, c'est évidemment de la stigmatisation de ses propres produits que l'industrie agroalimentaire parle et qu'elle veut éviter. EPOD étant une marque déposée, l'agence Protéines fait les petits partout dans le monde. Belgique, Espagne, Australie, Mexique, bientôt l'Amérique. Avec l'aimable concours de la Commission européenne qui a mis 700 000 € dans son panier. De la même manière qu'on parle de greenwashing pour certaines entreprises qui vont, des entreprises pétrolières ou d'énergie, qui vont parler de 3 fifrelins d'énergie éolienne, on a un petit peu une sorte de blanchiment nutritionnel. Ce qu'il y a, c'est qu'un certain nombre d'entreprises justifient peut-être des démarches contestables en payant une sorte de droit, peut-être aussi parfois de communication par EPOD. En quelque sorte, ils essaient ils font pénitence. C'est à la fois une opération de santé publique qui bénéficie à la population, qui bénéficie aux enfants, et c'est quelque chose qui, effectivement, peut servir à l'image des sponsors. Leur but, c'est pas d'empoisonner leurs clients. Leur but, c'est aussi d'avoir des clients qui vivent le plus longtemps en meilleure santé possible pour acheter le plus longtemps leurs produits. On s'est déjà fait avoir avec l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, c'est l'agroalimentaire qui vient nous faire de la prévention de santé publique. On peut aussi compter sur le ministère de l'Agriculture. Dans le cadre du programme national Nutrition Santé, il pilote des chartes d'engagement avec des industriels sur la seule base du volontariat. Le but, améliorer la composition des aliments transformés, mais aussi garder un œil sur le dossier. L'objectif, c'est que le fabricant X s'engage à diminuer les taux de sucre, de matière grasse ou de sel sur X années. Je vous donne un exemple. Quand la Fédération de la charcuterie s'engage sur notre recommandation à diminuer de 5% la présence de sel dans les produits charcutiers transformés d'ici 2013, ça permet de limiter de plusieurs centaines de tonnes de sel consommés en France les aliments qui sont consommés par les Français. C'est vrai que ça va dans le bon sens. Maintenant, la limite de cet exercice, c'est que, par exemple, en termes de sucre simple, les enfants, ils mangent à peu près 100 grammes de sucre simple par jour. Eh bien, quand on modélise l'impact de ces chartes, ça donnerait une consommation de 1 gramme de sucre en moins. 1 gramme sur 100 grammes, vous voyez. Vous me dites 1 gramme sur 116 grammes, ça c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Quant aux matières grasses, c'est encore pire, puisque la projection qui a été faite montre que la diminution de consommation de matières grasses, ça serait moins 0,1 gramme. Je ne me ferai pas amuser si des chartes sont des pseudo-chartes, ça ne m'intéresse pas.
Si on continue à ce rythme-là, avec 3 fifrelins de matière grasse, de sucre ou de sel qui sont enlevés par-ci par-là, on y sera encore dans un siècle. On devrait probablement faire la même chose dans les autres domaines, hein, en termes de code de la route et autres. On devrait aussi reposer sur l'autodiscipline et le volontariat des gens. Il y a une évolution assez préoccupante que j'observe dans mon travail depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est en fait ce qu'on appelle la dérégulation. C'est quoi? C'est de dire qu'il y a trop de normes, il y a trop de lois, ça nous encombre, ça nous empêche d'agir. Si nous perdons notre industrie agroalimentaire, parce que nous ne serions plus assez compétitifs, que nous serions allés trop loin, ou que nous aurions été trop brutaux dans les décisions que nous prendrions, c'est d'autres industries agroalimentaires étrangères, américaines, brésiliennes, argentines, pour prendre les plus puissantes, qui prendraient notre place. Au sein des pouvoirs publics, il y a une sorte de conflit d'intérêts entre d'une part le ministère de la Santé, qui devrait être le seul aux commandes, et qui malheureusement se trouve souvent, on va dire, freiné par le ministère de l'Agriculture ou le ministère des Finances, qui assez souvent, malheureusement, on le constate, prend des positions qui représentent plus les positions de l'industrie agroalimentaire que celles des consommateurs. Peut-être qu'il y a quelques années, on avait le sentiment d'une forme de collusion entre industrie agroalimentaire, grands producteurs agricoles, ministère de l'Agriculture. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ce lobby qui est quand même très puissant, il est d'autant plus puissant qu'il est soutenu par le ministère de l'Agriculture et la puissante Direction générale à l'alimentation, qui évidemment, face au ministère de la Santé, pousse des pions. Et je dois dire, tout au long de ce débat sur l'obésité, nous avons vu que l'on souhaitait carrément mettre les problèmes de nutrition en charge du ministère de l'Agriculture, ce qui était évidemment totalement impossible. Autre idée pour confisquer la nutrition au PNNS du ministère de la Santé, le PNA, Programme national pour l'alimentation, mitonné à l'automne 2010 par le ministère de l'Agriculture. Ce qui m'amuse, c'est que le PNA, il m'est reproché par les industriels de l'agroalimentaire, qui me disent Monsieur le ministre, le Programme national pour l'alimentation, ça nous complique la tâche, les règles nutritionnelles, ça nous empêche de placer certains produits. Je sais qu'il y a beaucoup de craintes en disant l'agriculture prend le pas sur la santé, le PNNA est en train de bouffer le PNNS. Moi, je ne le crois pas. Je pense que ça dépend aussi du ministre, ça dépend aussi des ministères, de façon à ce qu'à un moment donné, sur les arbitrages, il n'y ait pas le pot de terre contre le pot de fer. Je rappelle juste que les industries agroalimentaires, c'est des centaines de milliers d'emplois en France. C'est un enjeu économique qui est important. Et c'est de eux aussi que dépendent la qualité et la sécurité de notre alimentation. Donc il faut travailler avec eux. Moi, je suis le prisonnier d'aucun lobby. Je ne suis le prisonnier d'aucun intérêt particulier. Je travaille au service de l'intérêt général. Et sur la nutrition, le ministère de la Santé doit être seul à la manœuvre. C'est d'ailleurs la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a pas de ministère de la Santé en France. Il n'y a pas de ministère de l'Environnement non plus. Il y a des structures de gestion de risques et de crise en relation avec la santé et l'environnement. Il y a par contre un ministère du budget, un ministère des finances. Ça oui, il y a. Mais faire le siège du gouvernement ne suffit pas. Pour influencer les politiques de santé publique, rien de tel qu'une prise en main des élus de la République, soumis à un lobbying intensif, et pas seulement entre la poire et le fromage. Le lobbying existe parce que les pouvoirs publics ont besoin aussi d'avoir leurs connaissances rafraîchies. En l'absence de certaines connaissances, il y a des décisions qui peuvent être prises qui ne sont pas les plus judicieuses ni les plus fondées. Quand une loi arrive sur le bureau de l'Assemblée, un projet de loi ou une proposition de loi, ça impacte sur la vie de nos concitoyens. Et donc, il y a des groupes d'intérêt qui se forment ou qui sont déjà formés et qui viennent nous dire que ça leur plaît ou que ça leur plaît pas. D'ailleurs, quand ça leur plaît, ils disent rien. Mais quand ça leur plaît pas, ils viennent voir. Et ça, c'est logique. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'ils soient obligés de nous inviter dans des restaurants. Pour échanger, pour que les décisions futures se fassent plus en concertation, donc de manière démocratique. Est-ce qu'on réfléchit mieux
au premier bureau de l'Assemblée nationale avec juste un gobelet en plastique et un verre d'eau et pendant 2 heures on écoute les problèmes, ou est-ce qu'on réfléchit mieux au pavillon Le Doyen, avenue des Champs-Élysées, autour d'un bon repas? Oui, le lobbying, ça consiste à faire les choses en amont, parce qu'une fois que les lois ou les décrets sont promulgués, c'est trop tard, ou sinon c'est beaucoup plus lourd. On voit bien que l'influence sur les parlementaires est importante. Et d'ailleurs, moi, je ne jette pas la pierre aux parlementaires. Quand il y a un certain nombre d'organisations professionnelles qui viennent trouver les parlementaires en faisant le chantage à l'emploi, en leur disant, écoutez, vous avez telle entreprise qui va fermer ses portes ou qui va traverser de grandes difficultés. Comment voulez-vous que le parlementaire ne soit pas réceptif à cela? Allez interroger dans les permanences les parlementaires et les gens qui rencontrent. Les gens viennent pas dire aux parlementaires « je suis trop gros ». Ils viennent dire « j'ai pas de boulot, je sais pas comment nourrir mes enfants ». Du boulot, en revanche, il y en a à Bruxelles. C'est le plein emploi pour les 15 à 20 000 lobbyistes qui campent à la Commission et cernent les 736 députés du Parlement européen. Ici, au Parlement, les réunions des commissions ne se déroulent pas derrière des portes closes. On peut y assister, et c'est une bonne chose. Mais il y a aussi beaucoup de lobbyistes, et certains ont un accès permanent au Parlement. Ils peuvent aller et venir comme bon leur semble. Ils signent un papier où ils s'engagent à ne pas nous mentir et à ne pas nous corrompre, et alors ils peuvent circuler librement. Et ils sont des milliers. Ils sont payés par des intérêts économiques, des grandes entreprises pour la plupart, pas des PME. Ça crée un déséquilibre énorme qui a une influence sur les décisions. Et c'est l'un des plus gros problèmes de l'Europe. Illustration de cette intense activité, un coup d'œil sur les bâtiments anonymes du quartier européen de Bruxelles proposé par l'Observatoire de l'Europe industrielle, une ONG. Pour le Lobby Tour, suivez le guide. Derrière moi, vous avez l'hôtel Tassel, qui est le chef-d'œuvre de Victor Horta, architecte Art Nouveau. Et derrière cette splendide façade, vous avez une association financée par l'industrie agroalimentaire qui s'appelle UFIC. C'est un nom qui sonne très neutre. En français, ça veut dire le Conseil européen d'information sur l'alimentation. Ça a l'air totalement neutre et inoffensif, alors qu'en réalité, c'est intégralement financé ou presque intégralement financé par l'agro-industrie européenne. Derrière moi, vous pouvez voir les bâtiments de la CIA, récemment rebaptisée Food Drink Europe, qui est le méga lobby européen de l'industrie agroalimentaire. Donc elle fédère tous les lobbies nationaux dans les 27 États membres, plus les plus grandes enseignes de l'agroalimentaire européen, Nestlé, Kraft, Coca-Cola, McDonald's, etc. C'est un bâtiment 100% dédié au lobbying, à la fois national et européen. L'immense building derrière moi abrite un des cabinets de lobbying internationaux les plus importants du monde. Il s'appelle Fleishman Hillard et c'est ce cabinet de lobbying que la CIA, Food Drink Europe, a embauché notamment pour miner l'alternative en matière d'étiquetage agroalimentaire dans l'Union européenne. Car en 2006, la Commission européenne engage une grande réforme des étiquettes. Des associations de consommateurs proposent alors un système tout simple de code couleur, des feux tricolores, pour signaler les quantités de graisse, de sel et de sucre sur le devant des paquets. Impensable pour l'industrie. Une étude australienne financée sur fonds publics a démontré que le consommateur qui avait la possibilité de comparer 2 produits similaires avec des feux tricolores a 5 fois plus de chances de choisir le produit le plus sain. Si vous hésitez entre la pizza au thon de la marque A et la pizza au thon de la marque B, vous pouvez regarder les feux tricolores et choisir ceux qui sont plutôt verts et orange et rejeter le produit où vous pouvez avoir un feu rouge, par exemple. Si tout ce que vous achetez porte des points rouges, vous allez peut-être vous dire que vous ne faites pas le meilleur choix. Mais ils veulent éviter tout ce qui pourrait faire fuir les consommateurs, même si les raisons sont justifiées. C'est pourquoi le lobbying contre ce système a été si intense. En juin 2006, la CIA a publié ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois un position paper, donc c'est simplement les grandes lignes directrices de sa position. L'industrie agroalimentaire veut son propre système d'étiquetage. Alors sa proposition, c'était « Gardons notre système et voyons s'il marche mieux que celui choisi par le gouvernement ». À vos calculettes,
Les RNJ, repères nutritionnels journaliers, proposés par l'industrie, n'indiquent que les calories et selon le pourcentage recommandé chaque jour pour les adultes. Curieusement, les enfants ont disparu du paysage. Vous voyez un petit logo bleu ciel, donc qui ne saute pas vraiment aux yeux, qui exprime que par 15 grammes de Nutella, vous ingérez 81 kilocalories. Mais qui sait ce que représente 15 grammes de Nutella ? En Europe, le secteur agroalimentaire, c'est le troisième secteur économiquement parlant, donc après l'agriculture et après la chimie. Donc forcément, lorsque vous avez la CIA qui a 10 lobbyistes qui disposent d'un badge d'accès permanent au Parlement européen, derrière, en coulisses, dans leur bureau, vous en avez 10 fois plus qui préparent le travail de ces petits soldats qui, sur le terrain, cherchent à accaparer du temps de cerveau disponible des eurodéputés. En fait, chaque semaine, je reçois de la part des lobbies à peu près 220 lettres, coups de fil, etc. Ce sont des recommandations extrêmement précises, extrêmement détaillées de vote, des consignes de vote. Par exemple, Coca-Cola va demander sur l'amendement numéro 67, 99 et 114, nous le soutenons pleinement. Nous vous recommandons de le voter. Oui, c'est la norme ici. L'industrie nous dit comment elle pense que nous devrions voter. Tout le temps. Et ça marche. Le 16 mars 2010, la commission parlementaire en charge de la question vote contre le système des feux tricolores. Pensez-vous que le vote sur les feux tricolores aurait été différent sans ce lobbying? Bien sûr que oui, bien sûr, absolument. Beaucoup de choses dans ce dossier auraient été différentes. La CIA a reconnu lors d'une interview avoir dépensé avec ses membres plus d'1 milliard d'euros pour tester, développer et promouvoir le système d'étiquetage nutritionnel qui est à sa faveur. Aux gens qui disent que le lobbying n'est pas une source d'inquiétude, je choisis moi-même ce que je veux penser, je réponds, pourquoi des entreprises dépenseraient-elles des milliards d'euros si cela n'avait aucun impact ? La CIAA, Food Drink Europe, n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Au fait, l'ANIA est un de ses membres. Et tant pis si les citoyens restent sur leur faim.